Une histoire, du sport et des frissons. Merci pour ce moment, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Quentin Faure et je vous accueille avec plaisir sur ce podcast. Merci pour ce moment est une ode à la performance sportive. Celle qui nous donne des frissons, celle qui nous met les larmes aux yeux, celle qui est inespérée, inattendue et surtout éphémère. Quelques secondes, quelques minutes suffisent à l'athlète pour gravir un souvenir indélébile dans son époque. Nous allons aborder dans ce podcast les moments suspendus où certains élus atteignent le plus éphémère des sommets. Porter le plus lourd, courir le plus vite, sauter le plus haut. Certaines épreuves sportives mettent en scène les compétences les plus primaires de l'homme, et ce depuis l'Antiquité. 9 secondes 58 centièmes. 9 secondes 58, c'est le chiffre magique. Concret, mais à la fois insaisissable. Il représente officiellement le temps minimal de l'homme sur 100 mètres. Le 16 août 2009, lors du championnat du monde d'athlétisme, la foudre s'est abattue sur la piste berlinoise. Spectateurs et téléspectateurs ont été simultanément parcourus d'un frisson. Une barrière était tombée. Le prodige jamaïcain Bolt était sur tous les écrans, son nom sur toutes les lèvres. Suite à cette course, Usain Bolt est toujours considéré comme l'homme le plus rapide de l'histoire. Nous allons essayer de comprendre dans cet épisode comment évoluent les records, et nous allons aborder une question complexe. Avons-nous définitivement atteint les limites du corps humain ? C'est ce que nous allons voir dans ce 4e épisode de Merci pour ce moment, avec comme invité Pierre-Jean Vazel. Pierre-Jean est l'actuel entraîneur de Quentin Bigot, meilleur lanceur de marteau français et médaillé d'argent au championnat du monde de 2019 à Doha. Toutefois, ce n'est pas en qualité de coach de lancer que je l'ai contacté, mais plutôt en tant qu'expert de sprint. Car oui, Pierre-Jean est l'ancien entraîneur d'Olusuji Fasuba, recordman d'Afrique du 100 mètres en 9,85, aussi de Ronald Pognon et de la légendaire Christiane Aron. Ce quarantenaire a fait figure d'ovni à ses débuts d'entraîneur. Autodidacte, diplômé des beaux-arts et passionné de statistiques, il est aujourd'hui l'un des entraîneurs français les plus respectés du monde de l'athlétisme. Pour rappel, cet épisode porte sur le record du monde de 2009, celui qui est toujours invaincu. Cependant, n'oublions pas que Bolt bat son propre record de 2008, alors fixé à 9 secondes 69 centièmes. Mon invité Pierre-Jean Vazel le voyait déjà évoluer sur le circuit depuis quelques années, et il était présent en 2008. Il nous raconte. Les premières fois que je l'ai vu, c'était en 2005. Il était au championnat du monde, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis je l'ai vu sur le circuit parce que j'entraînais des sprinteurs de très haut niveau à l'époque, qui se retrouvaient des fois dans les courses avec Bolt. Donc je voyais à l'échauffement, compétition, à l'hôtel, etc. Déjà 2007, il a commencé à être impressionnant quand il fait vice-champion du monde. Et 2008, il explose en devenant un coureur de 100 mètres, alors qu'il n'avait pas fait de 100 mètres c'était pas un coureur de 100 mètres, quoi. Il faisait du 200, du 400. Il est arrivé comme ça, il a tout pris. Je sais que certains athlètes étaient un peu démoralisés de voir un mec faire 9,69 en levant les bras. À Pékin, je me souviens avoir été vraiment hyper surpris quand il a fait 9,69. Parce que j'avais toujours cette idée, il a fait 9,72 à New York, mais il y avait du vent, voilà. Il fait 9,76 à Kingston aussi. À chaque fois, il y avait des bonnes conditions et je voulais voir ce que ça donne, en fait, dans un contexte de finale mondiale. Là, 9,69 en levant les bras, j'étais vraiment estomaqué, comme tout le monde. Tout le stade a hurlé. Or, la performance de 2009 était tellement époustouflante que l'excitation a laissé place à la sidération. Berlin 2009, j'ai eu aucune réaction. Ça m'a laissé de marbre, en fait. J'étais dans les tribunes, je filme, je vois 9,58, pardon. Puis après, je suis rentré à l'hôtel quand j'ai voilà. Ça m'a rien. J'étais là, ok, bon. Évidemment, personne n'allait le chercher à 9,58. Avant de revenir plus longuement sur la course de 2009 et ce fameux record du monde, arrêtons-nous un instant sur le personnage d'Usain Bolt. Personnage haut en couleur, connu pour ses facéties, sprinter précoce, ultra doué, mais aussi athlète sujet aux blessures contre lesquelles il a dû se battre pour courir à son meilleur niveau. On le sait peu, mais Usain Bolt, sous son air décontracté et ses performances monstrueuses, a subi un passage à vide avant d'être la star que nous connaissons. Bolt a eu un petit trou de carrière entre ses années cadet junior et senior. Il y a eu des années de flottement où il était blessé. Il y a un talent qu'il a pas, c'est qu'il a une scoliose.
avec donc il a un dos en forme de S et il a une jambe 1,5 cm plus courte que l'autre. C'est pas ce qu'on attend d'un corps pour courir vite. En l'occurrence, ce corps se blessait souvent. Donc, ce qu'il explique dans sa biographie, c'est à partir de 2005, il a consulté régulièrement la clinique de Munich avec le docteur Wolfgang Müller-Wohlfahrt, où il a commencé un travail physique pour pouvoir supporter d'une part les contraintes de l'entraînement de sprint, c'est-à-dire la musculation, la course, etc., et d'autre part un travail de renforcement pour éviter de se blesser. Donc, pour courir plus vite et ne pas se blesser. Parce que plus il courait vite, plus il se blessait. Plus il se blessait, moins il courait vite. Enfin bon, c'était un cercle infernal. Donc voilà, il en est sorti en 2007. Et puis, à partir de 2008, il est devenu clairement le numéro 1 mondial. Par ailleurs, ce sont les mêmes problèmes qui ont mis peu à peu fin à sa carrière dans les années 2010. Mais il a fallu qu'il apprenne à dompter ce corps, à maîtriser ce corps, qu'il a lâché quelques fois, notamment après ses records du monde de 2009, où il se l'est coulé douce un petit peu pendant quelques mois. Voilà, il est plus trop allé à Munich. Il a fait une saison quasi blanche en 2010, pareil en 2014, où ses problèmes de dos se sont répercutés sur son tendon d'Achille, etc. Enfin bon, c'est toute une chaîne comme ça postérieure qui était problématique. Alors il y a Bolt le coureur, mais aussi Bolt le showman. S'il a eu un si grand succès à travers le monde, c'est en grande partie grâce à son charisme, son aura, ses performances avant et après la course, qu'il a hérité de la génération précédente de sprinters. Et Bolt est un petit peu l'enfant de la télé de ces années-là, parce qu'il a vu Drummond faire ses pitreries à l'arrivée des courses. Il a vu Dennis Mitchell sauter dans tous les sens avec des yeux exorbités, avant la course. Il a vu Bernard Williams faire des grimaces, prendre la pause quand la caméra était sur lui, juste avant le départ d'une course. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, en fait. L'action se déroule dans l'enceinte du stade olympique de Berlin. C'est assez fou quand on y pense, mais c'est le même stade où en 1936, Jesse Owens a raflé 4 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres, le relais 4 x 100 mètres et en saut en longueur, devant Hitler et les hauts dignitaires nazis. 73 ans plus tard, Usain Bolt se tient sur la ligne de départ, accompagné de concurrents redoutables tels que Tyson Gay, meilleur performeur mondial de cette année-là, et Asafa Powell, ancien détenteur du record du monde. Avant la course, le Jamaïcain, qui bénéficie déjà d'une notoriété extraordinaire, harangue les foules. 75 000 spectateurs remplissent le stade. La pression monte, les secondes avant la course sont longues et l'air est électrique. On sent les coureurs gonflés à bloc, à l'image d'un Tyson Gay complètement fermé. Le contraste est d'ailleurs saisissant par rapport à son voisin de couloir, Bolt, qui encore quelques secondes avant le départ, sourit, mime et salue la foule. Les coureurs se mettent en position et, comme par magie, l'enceinte berlinoise est réduite au silence. On retient son souffle en attendant que les hommes les plus rapides du monde se livrent à la plus simple des compétitions. 8 coureurs sur une ligne droite, 100 mètres pour décider du meilleur. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Le chrono est formel. 9,58. Meilleure performance jamais enregistrée. Bolt est survolté, poursuit sa course en tour d'honneur dans le stade. La foule est en transe, les stylos s'activent et les journalistes du monde entier préparent l'un des plus gros titres de la décennie. L'image qui frappe chacun d'entre nous à la vue de cette course, c'est le relâchement de Bolt avant même la ligne d'arrivée. Mon invité Pierre-Jean Vazel a une explication. Cette apparente contradiction entre la notion de vitesse et puis l'impression
légèreté, de facilité, de presque voire de lenteur que donne Bolt en courant. On associerait plus le sprint à une contraction musculaire, à une explosion qui est contradictoire avec cette apparente facilité sur le visage et cette relaxation qui pourtant est nécessaire justement à cette explosion musculaire, puisque l'intensité de la contraction musculaire dépend du relâchement musculaire. C'est-à-dire que un muscle sera d'autant plus fort et explosif qu'il ne sera relâché au préalable. Donc, il y a une dialectique qui existe, qui se mesure. Les meilleurs sprinters sont ceux qui utilisent le moins de muscles en termes de pourcentage de temps sur un cycle de foulée, mais qui ont ce peu de muscles, en fait, travaillent plus que pour les sprinters moins rapides. En plus d'un temps donné, ce sprint représente aussi la vitesse maximale jamais enregistrée. 44 km/h, 72. Cette vitesse a été enregistrée entre les 60 et les 80 mètres de la course. À titre d'exemple, 45 km/h, c'est la même vitesse qu'un loup ou qu'un rhinocéros. De même, il est difficile de se représenter la vitesse car c'est un concept immatériel. Toutefois, Pierre-Jean nous propose une comparaison bien concrète. Quand on dit aux néophytes que les foulées de Bolt font 2,70 m, donc si on fait des marquages au sol, oui, en un pas, il couvre tout ça. Là, on se rend compte, ah oui, c'est quand même balèze. Parce que pour la plupart des gens, c'est un saut en longueur, 2,70 m. Faut-il aussi rappeler que lors des mêmes championnats du monde, il remporte la course du 200 mètres en 19 secondes 19, abaissant là aussi son propre record du monde, et le 4x100 mètres avec ses comparses jamaïcains. Même maintenant, une telle domination est tout bonnement incroyable. Il est l'un des rares sportifs à avoir complètement dépassé les frontières de son sport. Son nom est connu dans le monde entier, même plusieurs années après sa retraite sportive. Il rejoint le rang des légendes de l'athlétisme, qui parcourront les âges et les siècles, avec Jesse Owens, Carl Lewis, Sergei Bubka ou encore Javier Sotomayor. On parle de légende de l'athlétisme, mais si on remontait un peu plus loin. Pierre-Jean Vazel, il me semble important de faire une remise dans le contexte historique. Est-ce que le sprint a toujours intéressé, y compris dans les Jeux antiques ? Alors le sprint a toujours intéressé les foules, et c'est même le premier événement de l'histoire. Je ne parle pas du sport, mais de l'histoire, puisque c'est une sorte d'an premier, c'est moins 776 avant Jésus-Christ, c'est la date des premiers Jeux Olympiques. Mais les premiers Jeux Olympiques consistaient en fait en une seule épreuve, c'était le stade. Donc une épreuve de sprint où seul le nom du vainqueur nous est parvenu. On ne connaît pas le nom du deuxième ou du troisième. On ne connaît pas leur performance chronométrique non plus, puisqu'on ne mesurait pas le temps, puisque le stade pouvait faire 180 mètres dans telle ville de Grèce ancienne, 190 mètres ailleurs. Donc tout ça était assez relatif. Les notions de distance et de temps n'étaient pas réglées et réglementées comme aujourd'hui, codifiées comme aujourd'hui. Donc depuis on écrit l'histoire, le sprint fait partie des choses très importantes. Par ailleurs, selon les historiens, le plus grand athlète des Jeux antiques est connu. Il s'appelle Léonidas de Rhodes. Il est le seul à avoir été couronné 3 fois sur 4 Olympiades, de 164 à 152 avant Jésus-Christ, pour un total de 12 victoires. Il a seulement été dépassé par Michael Phelps dans l'histoire des Jeux, en 2016 lorsque celui-ci a remporté sa 13e médaille d'or. Revenons maintenant au sprint. Aujourd'hui, le 100 mètres est l'une des épreuves les plus attendues des Jeux Olympiques. Elle suscite une grande couverture médiatique. Pourquoi ? Sinon, le sprint en lui-même, en tant qu'épreuve sportive, c'est l'une des plus courtes de ce qui est proposé aux Jeux Olympiques notamment, et donc l'une des plus intenses, forcément. C'est l'une des plus attendues, les plus intenses. Celle qui, au point de vue symbolique aussi, est très forte puisque elle consacre l'homme ou la femme le plus rapide du monde. Donc c'est quelque chose qui marque les esprits depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'un sprinter ? S'il y a autant d'admiration pour le sprinter, c'est qu'il y a aussi le sentiment d'une capacité difficile à acquérir pour l'humain moyen. Le sprinter incarne la représentation du superlatif, de celui qui court le plus vite. Cette performance primaire, sur laquelle tous les êtres humains peuvent se comparer, évoque forcément
la profonde inégalité de la nature. Le philosophe André Comte-Sponville y fait référence dans son essai Que le meilleur gagne, paru en mars 2021. Il y dit entre autres que, même si les hommes naissent libres et égaux en droit, conformément à la Déclaration des droits de l'homme, le sport et la formule que le meilleur gagne supposent bien une inégalité en fait et en valeur, c'est-à-dire une inégalité dans les capacités physiques. Usain Bolt est, dans sa spécialité, tout en haut de cette échelle. Et puis pour y voir plus clair sur la performance d'Usain Bolt, pourquoi ne pas d'abord essayer d'y voir plus clair sur les sprinteurs ? Pierre-Jean Vazel, qu'est-ce qui différencie les meilleurs sprinteurs des autres ? On parle souvent des fibres musculaires rapides. Est-ce là que réside le secret de la vitesse ? Ça reste un mystère. Alors, en tant que coach, c'est quand même dommage que je ne puisse pas porter de réponse, mais c'est ça qui fait l'attrait justement du sport en général et plus particulièrement du sprint, c'est que j'ai parlé de prédisposition génétique, mais il y en a quand même beaucoup de gens qui ont des fibres rapides, des fibres musculaires rapides. Parmi les meilleurs mondiaux, si on compte leurs fibres rapides dans leurs muscles, ça va de 40% à 80% donc de fibres rapides. On a des fibres lentes, fibres rapides. Donc ça va du simple au double. Donc oui, il vaut mieux avoir des fibres rapides, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas et qui sont quand même qui ont battu des records du monde. On remarque aussi que dans les années 2000, les États-Unis et la Jamaïque dominent le monde du sprint. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On voit que c'est régionalisé aussi. On attend toujours un champion olympique du 100 mètres venant d'Inde, ou même de Chine, alors que c'est des populations, ou de Brésil. Ce sont de très larges populations qui n'ont pas encore eu de champion olympique en sprint, alors que des petites îles comme la Jamaïque ou Trinidad ont fourni des gens à moins de 10 secondes à l'appel. Mais pas tout le temps. Il y a eu des époques, il y a eu des périodes. Là, depuis 10 ans, la Jamaïque et Trinidad d'ailleurs commencent à décliner après avoir eu 2 Olympiades très fastes. Pierre-Jean, on m'a aussi confié que le sprint relève plus de l'inné que l'endurance, par exemple, plus susceptible d'évoluer avec l'entraînement. Est-ce qu'on peut dire, en caricaturant, que pour Bolt, tout était déjà écrit à sa naissance ? C'est une question philosophique là et on est parti pour longtemps entre le hasard et la nécessité, l'inné, l'acquis, etc. Bolt est quelqu'un de précoce, c'est-à-dire qu'il a réalisé des performances extraordinaires très très jeune. Est-ce que c'est un talent particulier ? Est-ce que ça prédispose à avoir parce qu'on sait que les meilleures performances en sprint sont réalisées aux alentours de 25 ans, entre 25 et 28 ans vers là. Mais la moyenne, on va dire, des meilleurs mondiaux est 25-26 ans. Est-ce que réaliser des performances à l'âge de 15 ans est le signe d'une prédisposition pour courir vite à 25 ans ? C'est pas sûr. En l'occurrence, Bolt a les records du monde des jeunes catégories, puis les records du monde toutes les catégories. C'est pas le cas chez les femmes, par exemple. Forrest Griffith-Joyner, elle a commencé le sprint à 18-19 ans, et puis elle a battu le record du monde à 28 ans. Un record du monde qui tient toujours. Sur les sprints un peu plus longs, sur le 400 mètres, par exemple, Van Niekerk n'était pas spécialement bon en junior ou en cadet, contrairement à Bolt, mais il a le record du monde senior. Et pareil pour Marita Corr. Chez les femmes, elle se distinguait pas du tout, elle était pas du tout repérée dans les centres est allemands. Personne n'en voulait quand elle avait 13, 14, 15 ans. Et puis elle s'est révélée un peu plus tard. En junior, elle a explosé et elle détient toujours le record du monde senior. Dorénavant, essayons de nous pencher un peu plus sur les records. Comment évoluent-ils ? Sous quelle impulsion ? Qu'est-ce qui fait que nous arrivons sans cesse à les améliorer ? Officiellement, le premier homme sous les 10 secondes est arrivé dans les années 60. Environ 40 ans plus tard, Usain Bolt arrive à 9,58. C'est un énorme bond en 4 décennies. La question à se poser, et qui est primordiale pour comprendre le sujet, c'est est-ce que les performances intrinsèques du corps humain augmentent ? Ou est-ce que c'est le contexte technique et historique qui favorise de meilleures performances ? En athlétisme, on pourrait croire que c'est la mesure des limites humaines et ce serait quelque chose comme un marqueur physiologique en fait des capacités humaines à un instant T. En fait, le record dépend moins des qualités physiologiques intrinsèques de l'humain que d'un contexte historique, technologique, etc. Et on voit que les vagues successives de records, on peut les mettre en parallèle avec des événements
historiques qui n'ont rien à voir avec le sport en l'occurrence. À chaque grande guerre, par exemple, il y a eu des ralentissements parce qu'il y a eu moins de compétition et moins de possibilités de s'entraîner. L'arrivée des produits dopants aussi dans les années 60. Ça c'est peut-être moins vu en sprint que dans d'autres disciplines. Je pense au lancer à la fin des années 60 ou le dopage sanguin dans les années 70 et surtout au début des années 90 en demi-fond et en fond. On voit des décrochages comme ça dans des records avec des accélérations, des contrôles antidopage hors compétition. Après l'affaire Ben Johnson en 88, on a vu des ralentissements aussi dans certaines disciplines. Pour Pierre-Jean Vazel, le meilleur exemple reste sur 100 mètres, notamment quand on connaît les différences d'entraînement, de technique et de conditions de course à l'époque. Bolt fait 9,58, combien aurait fait Eddie Tolan et Ralph Metcalfe qui font 10,32 électriques à Los Angeles en 32, mais ils font 10,38 électriques, mais en étant loin de la source sonore du départ, en étant sur une piste cendrée, leur entraînement était ridicule. En fait, ils s'entraînaient 4 à 5 fois par semaine, mais vraiment avec des séances toutes petites et très peu de fois dans l'année, en fait. Alors, ils s'entraînaient pas l'hiver. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? C'est avec un suivi médical, avec un entraînement 2 fois par jour, comme en bénéficiait Usain Bolt sur des pistes rapides avec des chaussures légères, etc. Finalement, on apprend qu'il est important de réussir à faire le distinguo entre les performances intrinsèques de l'homme et les avancées permises par une meilleure compréhension du corps humain, aidée par les différentes disciplines scientifiques. Le contexte historique et les possibilités technologiques qui y sont associées permettent d'exploiter le potentiel physique, de meilleurs entraînements, de meilleures préparations et surtout une meilleure connaissance des mouvements et du corps humain. On entend parler récemment du plafonnement des records. Alors Pierre-Jean, de quoi s'agit-il ? Alors le plafonnement des performances, c'est lorsqu'on met en graphique l'évolution des records, depuis qu'on les mesure en athlétisme notamment, on voit qu'il y a une accélération des performances au début du XXe siècle, qui se poursuit comme ça jusqu'aux années 80. Et là, il y a un plateau et il y a une sorte de plafond où on atteint une sorte d'asymptote où les performances ne progressent plus. Ça se reconnaît sur beaucoup de disciplines en athlétisme. On parle ici du sport de haut niveau, mais le physiologiste Jean-François Toussaint évoque dans ses travaux plus largement un tassement des mesures de l'homme. L'étude montre notamment que depuis 30 ans, l'humanité ne progresse plus dans les 3 critères étudiés, à savoir la taille, les performances sportives et la longévité. Pour entamer la dernière partie de cet épisode, je vais m'appuyer sur un extrait de la télé anglaise. He's done it again! A year later, rewriting the world record again! That is the most incredible piece of sprinting the world has ever seen. Absolutely breathtaking. On entend le commentateur faire une déclaration qu'on pourrait qualifier d'absolue. C'est le sprint le plus incroyable que le monde ait jamais vu. Je l'ai aussi pensé en 2009 du haut de mes 14 ans. Peut-être que vous aussi vous l'avez pensé après cette course. Mais en est-on certain ? En termes de spectacle et de retentissement dans le monde, sans aucun doute. Mais en termes de performance, en est-on vraiment si sûr que ça ? Dans l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, nous écoutions Patrick Montel dire qu'Usain Bolt recule les limites humaines. On a vu juste avant, grâce au travail du physiologiste Jean-François Toussaint et à la vraie nature des records, que c'est une fausse vérité. De plus, des anthropologues australiens pensent au contraire que l'homme a régressé, et Pierre-Jean Vazel est du même avis. Mais comme je l'ai dit, si on prend du recul et qu'on n'est plus seulement à l'échelle d'un siècle et demi, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'espèce humaine ? Les capacités physiques, on en avait plus besoin il y a 50 000 ans, il y a 1 million d'années, au début de l'espèce humaine. Il est vraisemblable qu'on avait des attaches au niveau des os plus grosses pour les tendons. Donc il est possible qu'on ait été plus fort musculairement, etc. On courait après la viande. L'espèce humaine il y a tout lieu de croire qu'elle était plus performante physiquement qu'aujourd'hui, quoi. Alors pourquoi des anthropologues australiens ? Parce que ceux-ci, notamment Peter McAllister et Steve Webb, ont fait une découverte qui donne à penser sur les capacités physiques d'un Homo sapiens
qui vivait il y a 20 000 ans en Australie actuelle. Des recherches intéressantes, notamment sur un lac asséché d'Australie, où les hommes préhistoriques, il y a 20 000 ans, ont laissé des traces, des empreintes de pas sur la terre glaise. On voit qu'elle était super grande. Les scientifiques ont pu estimer la vitesse de ces hommes préhistoriques, de ces chasseurs aborigènes, par rapport à la longueur des pas et la profondeur des empreintes. L'un des sujets aurait pu courir 37 km/h, par exemple, sur une distance de quelques mètres avec très peu d'élan, parce qu'il chassait à l'affût, donc il se cachait derrière les buissons et après il piquait un sprint pour attraper la bête. Donc, c'est pour ça que ma proposition de dire que les performances humaines, au lieu de dire qu'elles ont progressé sur 100 ans, elles ont régressé sur des dizaines de milliers d'années. Afin de compléter cette explication, il faut ajouter que l'individu, nommé T8 par les scientifiques, courait au bord d'un lac, donc sur une surface semblable à de la boue. On imagine facilement qu'un spécimen qui aurait couru 37 km/h sur une telle surface puisse courir bien plus vite dans de meilleures conditions. Par ailleurs, les scientifiques estiment la perte de vitesse à environ 30% sur un sol instable. Les mêmes scientifiques calculent que sur des conditions similaires à Bolt, en termes de pistes ou de chaussures notamment, cet individu aurait pu courir jusqu'à 48 km/h contre 44 pour Bolt. Évidemment, ce chiffre ne reste qu'une estimation, donc à prendre avec des pincettes. Mais si on veut pousser la simulation un peu plus loin, finalement nous ne sommes même pas sûrs que ce spécimen soit le plus rapide de l'île, ni même de sa tribu. C'était peut-être même l'un des plus faibles en soi. En effet, ces traces fossilisées sont tellement rares que les chances de tomber sur le spécimen le plus rapide de son temps sont dérisoires. Les records, l'image du sport et la perception de ce qui constitue nos limites nous poussent finalement à aller puiser de l'information dans le passé, parfois très lointain. Et en même temps, à se projeter vers un futur qui nous réserve peut-être encore des athlètes géniaux à l'instar d'Usain Bolt. À défaut d'être des surhommes, les recordman sont le produit des connaissances techniques et physiologiques amassées par l'humanité depuis la révolution industrielle. Par ailleurs, dans une vision souvent futurocentrée, l'homme moderne aurait-il occulté que physiquement, le surhomme était peut-être celui du passé. Et voilà, c'est la fin du 4e épisode de Merci pour ce moment. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi suivre les actualités et les nouveaux épisodes sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à la prochaine.